Active Saint-Étienne Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 125e Saint-Étienne Night Club. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde a passé un bon week-end, a bien attaqué sa semaine. Première émission de l'année pour ma part et vous m'excuserez parce que j'ai un petit souci de lumière dans ma chambre, donc je suis un peu dans le noir, j'espère que ça posera pas de soucis. En tout cas, qu'est-ce que je suis content de revenir pour débriefer une nouvelle magnifique prestation de notre équipe. Je pense qu'avec eux, il faudrait organiser des matchs seulement toutes les 2 semaines pour qu'ils aient vraiment le temps de récupérer et de se remettre de l'énorme pression qu'ils ont en portant le maillot vert. Enfin bref, nouvelle purge à domicile. On change pas une équipe comme on dit. En tout cas, on va parler de tout cela. Et je dois avouer que ça s'est pas trop battu pour m'accompagner ce soir. En même temps, je comprends bien nos chroniqueurs, mais on en a quand même deux excellents ce soir pour m'accompagner. Et on a tout d'abord Joss. Salut Joss, comment ça va? Salut à tous. Eh ben, ça va, tu as dit, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end, moi pas tellement, hein, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais pour le reste, ça va bien, je suis content d'être là. Parfait, parfait. On a Antoine en plus pour nous accompagner. Comment tu vas Antoine? Salut Hugo, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien, hein. Première fois que je fais une émission avec le grand Joss, donc très honoré. Malheureusement, ça sera pour une défaite, mais bon, on a plus de chances d'avoir des défaites que des victoires depuis des années, donc on commence par, on s'y habitue. C'est clair, Il on dit, commence il dit, facile. il dit ça parce qu'il sait qu'il va me plier au quiz. C'est ça, je supporte pas ça. C'est les lipettes de début d'émission alors qu'il sait qu'il va me mettre 4-0. Ça En plus, commence, ça a ça arrangé le commence. truc. Il y a un complot, enfin bon, on en parlera plus tard. On verra, on verra. Et en tout cas, au chat, on a Gabriel. Salut Gabriel, tu vas bien? Bah, la semaine était plus intéressante que le week-end, encore une fois, mais ça va. C'est clair, il n'y a pas de mal. Bien parfait. Du coup, tout le monde est prêt. Le chat est là, ça commence à arriver. Donc tout de suite, place au débrief. Active Saint-Étienne Night Club. Le débrief. Alors on souffle et on ressouffle, à peine le temps de digérer une victoire et une prestation un minimum satisfaisante de la part de nos Verts, qu'ils nous proposent déjà une nouvelle prestation catastrophique. Bon, personnellement, j'avais absolument pas besoin d'un rappel comme celui-là concernant la fragilité de notre groupe, et je pense que vous aussi. D'ailleurs, notre club a la fâcheuse manie de ne pas mettre les photos du match sur leur site lorsque l'équipe perd. Donc on se retrouve souvent démunis pour l'émission à ne pas avoir de visuel. Mais par chance, chez Peuple Vert, on a notre super photographe Étienne qui nous fait de super photos. Donc un grand merci à lui qui fait un travail vraiment formidable. Pour revenir au match, bon, prestation on ne peut plus pauvre, rien à se mettre sous la dent avec seulement 2 tirs cadrés dans le match. Aucun joueur qui sort vraiment du lot. Bref, un nouveau week-end de raté, une nouvelle déception. Antoine, j'ai commencé par toi. T'en as pensé quoi, toi, de ce match? C'était catastrophique, hein, on peut le dire. On a été très très déçus. On s'est dit que la lumière allait peut-être venir après la prestation plutôt correcte à Pau. Une victoire avec de la solidité, avec un petit peu d'allant offensif, avec un petit peu d'esprit collectif. Et finalement, on est retombé dans nos travers. Une équipe qui n'est pas inspirée, une défense qui prend un but sur une demi-occasion, des changements qui n'apportent aucune valeur ajoutée en seconde période, alors que les changements étaient faits très tôt. C'était assez. Pour une fois on a un entraîneur qui attend pas forcément la 75e minute pour faire des changements, on aurait pu se dire que ça allait changer, mais finalement ça n'a rien fait. Et surtout, cette incapacité à faire des performances à Geoffroy Guichard. Depuis le début de la saison, on en parlait un tout petit peu avant l'émission. On a eu ce match face à Angers qui était un très bon match. La première mi-temps face à Bastia. Et sur une dizaine de matchs, c'est tout. On n'a eu aucun moment à domicile où on a réussi à emballer le match, où on a réussi à marcher sur l'adversaire, où on a réussi à prouver que Saint-Etienne à domicile était une équipe qui était censée être maître de ces rencontres si elle voulait pouvoir espérer monter en Ligue 1 ou au moins accrocher un barrage. Et bah tout ça, on l'a pas encore vu ce week-end face à Amiens. C'est clair, c'est clair. Et justement, cette faiblesse qu'on a à domicile, on y reviendra juste après dans l'émission. Joss, je vais te demander la même chose. Toi, t'en as pensé quoi de ce match et de cette prestation assez catastrophique de nos Verts?
Oh bah, la réponse est contenue dans la question pour le coup. Catastrophique. Je me suis ennuyé tout le match, à part 10 minutes un peu au début, et encore. 10 minutes où on s'est dit, bon, voilà, alors on devrait s'habituer en fait, et on se fait avoir à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose d'à peu près correct mardi à Pau. Et là, je m'étais dit, bon, ben voilà, ça y est, cette fois c'est reparti, on va enfin avoir une série. Ça va ressembler à quelque chose qui ressemble à un premier effet du nouveau coach, etc. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on a la même bouillie de foot que d'habitude. Avec cette fois-ci, moi, j'ai été encore plus frappé que d'habitude, vraiment, par l'indigence de la création footballistique offensive. Indigence. Et j'en veux énormément à tous ces milieux de terrain qu'on nous vend comme des. Moi, j'entends tout le monde qui pleure parce que Mouefé qu'on le re-signe pas, euh, qui, euh, qui parle encore de Tardieu comme si c'était le Tardieu de sa meilleure époque en Ligue 1, qui continue de penser que Bouchoir est une star. C'est juste des joueurs moyens. C'est juste des joueurs moyens, point. Et c'est des joueurs moyens qui, en plus, pour certains, n'ont pas envie. Donc voilà, on a le niveau qu'on a parce qu'on a les joueurs qu'on a. Et il faut rien attendre de plus de cette équipe. Alors, moi, on en parlera tout à l'heure au niveau du point mercato de Clem, mais je me demande pourquoi on va chercher des joueurs offensifs. Pour faire quoi, en fait? Pour faire quoi? Pour en faire quoi? En fait, cette équipe ne sait pas jouer au foot. Alors, j'oscille entre la colère et la déception, voire le désabus. Je suis plutôt dans le désabus, mais euh, je lisais ça et là qu'un coup l'équipe elle jouait bien, un coup l'équipe elle joue pas bien. Moi, j'ai vu 22 matchs, j'ai vu 2 matchs et demi de bons. 2 matchs et demi sur 22 matchs. Ça fait pas du tout un coup bon, un coup pas bon. Ça fait un coup bon et 10 coups médiocres. Voilà. Et c'est l'histoire de cette équipe, de cette saison, et je pense qu'on n'aura pas mieux jusqu'à la fin de la saison. Voilà. En tout cas, on ressent bien ta déception de Joss. Avant d'aborder cette faiblesse à Geoffroy Guichard, comme je l'ai dit, Gabriel au chat, je vois que ça commence à arriver et que les gens sont assez critiques, à juste titre, envers nos verts. Ça dit quoi un peu dans le chat? Ouais, bah comme vous dites, ça, notamment sur le sondage que j'ai mis là, on retient le gros problème à domicile, comme ce qu'était en train de dire Joss. Et bon, on a El Cato qui est dur avec Cafaro, Bouchoirie, Chambaud, mon conduit Tardieu. Je cite que des merdouilles. Ouais, bah, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'offensivement, c'est très décevant, comme ce qu'on avait commencé à dire. Et sinon, sur YouTube, il y a Stéphane Perrault qui nous dit que le seul espoir, ça serait la vente du club. Donc voilà, encore une fois, cette fameuse vente qui revient incessamment. Mais il n'y a rien qui bouge pour le moment. Et ouais, on l'a dit, du coup, le pire dans tout ça, c'est que c'est une nouvelle défaite à domicile, surtout à Geoffroy Guichard. Si on prend en compte uniquement les rencontres à domicile, les Verts seraient 13e au championnat, donc ça veut dire qu'ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, alors que Geoffroy Guichard est censé quand même être une force, hein, un lieu où n'importe quel footballeur rêverait d'y jouer. C'est quand même assez ironique pour des professionnels, si ce n'est pas pitoyable en fait. Est-ce que nos joueurs n'ont finalement pas les épaules et craignent plus leur public, leur propre public, que celui de leurs adversaires? Enfin, c'est en tout cas le constat qu'a fait d'ailleurs le coach Dalloglio dans sa conférence d'après-match. Pour lui, les joueurs craignent le public stéphanois. Il est dit, je le cite, je trouve cela dommage quand on a un public comme ça de ne pas jouer à 12. Une théorie qui a été réfutée par Cardona, mais qui pose quand même question. Joss, je vais te Alors laisser moi, la je main. suis pas du tout. Alors là, ça Ouais, pour moi, c'est de l'excuse parapluie. Parce que je me faisais même la dis-moi. réflexion pendant le match que je trouvais le public étonnamment gentil en fait. Gentil ou ils n'y croient plus, ou ils sont désabusés comme moi. C'est peut-être quelque chose de un peu de cet ordre-là, mais ils pourraient, vu ce qu'ils proposent depuis longtemps, ce qu'ils ont proposé samedi, ils pourraient se faire rentrer dedans, ça pourrait siffler. Non, on a un soutien, alors qui est peut-être moins fort qu'à certains moments, mais il y a toujours du soutien. Et j'appelle pas ça de la pression, moi. Alors, si les mecs, ils expliquent ce qu'on a vu sur le terrain par la pression du public, là vraiment, c'est que je dois être trop bête, probablement. Mais en aucun cas, pour moi, ça peut s'expliquer par là. En aucun cas. Ils jouent dans un Geoffroy Guichard très bienveillant à leur rencontre. Ils pourraient se faire bouger beaucoup plus que ça. Donc non, la raison, c'est sûrement pas ça. La raison, elle est ailleurs. Non, La toi, raison, ouais. elle est entre leurs deux oreilles déjà, parce que je pense que beaucoup ont rien entre les deux oreilles.
Je pense qu'elle est dans aussi très probablement des joueurs qui sont pas prêts, mal préparés, notamment l'été dernier, à faire des efforts. Euh, Culturellement, je pense que c'est un groupe qui donne pas l'impression qu'ils ont envie de faire des efforts ensemble. Et tout Dalloglio qu'il y est, et pourtant j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il dit, parce que je le trouve juste. Je trouve pas qu'il soit arrivé à réveiller ces mecs-là, et je suis pas sûr qu'il y arrivera. Hein. Ouais, la tâche s'annonce peut-être difficile, et c'est vrai que dans ce malheur, on peut y trouver beaucoup de causes. En tout cas, toi, Antoine, J'ai l'impression, j'ai Ouais. l'impression de voir un groupe, excuse-moi, Non, après mais je pas de veux bien souci, parler vas-y, ensemble, mais enfin, j'ai c'est les l'impression de choses à voir un dire. groupe qui est en une espèce de vitesse de croisière, qui s'en cogne un peu en fait. Ils s'en foutent. Alors, est-ce que c'est lié à cette espèce de contexte un peu bizarre chez nous où tout le monde parle de vente à plus ou moins court terme et tout le monde sait qu'elle va finir par arriver, donc les mecs se disent bon, ben, de toute façon, l'histoire va s'écrire autrement, donc on va finir tranquillement la saison. Je vois pas d'esprit de compétiteur en fait, pour le simple fait de vouloir gagner un match. Le truc qui nous anime tous à l'école quand on joue contre les potes, quoi. Je sens même pas ça. Je sens des mecs qui viennent là pour jouer 90 minutes au foot parce qu'ils sont payés pour ça. Point. Je vois rien d'autre, moi. Je vois rien paraître d'autre. Et ça, pour moi, la déception, elle est forte, elle est forte, elle est forte. Non, mais c'est vrai qu'on sur le terrain, t'as raison, on les sent très peu concernés, très peu impliqués. Antoine, toi, t'es d'accord avec le constat de Joss concernant la soi-disant pression qu'auraient les joueurs stéphanois? Bah, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule de parler de pression du public parce que depuis le début de l'année, on a eu pas mal de matchs sans un cop, voire deux cop. C'est pas un Geoffroy Guichard qui gronde cette année, c'est plutôt un Geoffroy Guichard qui est désabusé, qui a peut-être compris que cette équipe n'était pas capable de monter en Ligue 1, elle était peut-être pas capable de renverser des montagnes. On a eu ce petit moment d'euphorie avec les trois 4 victoires d'affilée. Au moment où on était censé faire la bascule vraiment pour s'imposer, c'est le match face au Paris FC. Là, à la rigueur, il y avait peut-être un petit peu d'ambiance ou quoi, mais c'est un match qu'on doit gagner facilement. Et depuis, il y a eu, enfin, avant et après, il y a eu des matchs où il n'y avait pas forcément de supporters dans le stade à cause des huis clos, et ça n'a pas changé le comportement de l'équipe. Donc ça, je trouve que c'est vraiment se cacher derrière des pseudo-excuses en disant que les joueurs ont peur du public. Par le passé, il y a eu des moments où je crois que Guichard était beaucoup plus véhément envers ses joueurs, et les joueurs ont su répondre présent, ont su sauver le club. Je pense notamment en 2008-2009, après les qualifications en Coupe d'Europe, où ça allait chercher des maintiens en Ligue 1 à la dernière journée. Là, il y avait un petit peu de courage sur le terrain. Et pour ce qui est de la motivation de l'équipe, depuis le début de la saison, on a l'impression que c'est un groupe à plusieurs vitesses. Il y a pas de groupe uni. Il y a pas une envie commune d'aller chercher ce maintien. Comme le disait Joss très bien, hein, vraiment, c'est des employés. Ils sont là pour faire leur boulot 90 minutes. Ils essayent de gagner. Si ça gagne, c'est bien. Si ça gagne pas, c'est tant pis. Il y a très peu de têtes baissées après les défaites. Il y a très peu de visages marqués après les défaites. Et c'est ça le plus inquiétant. C'est que quand on est une équipe qui est censée devoir viser la Ligue 1, une équipe qui est censée devoir faire renaître un club comme Saint-Etienne, perdre à domicile contre Amiens pour la deuxième fois en un mois et demi, perdre contre une équipe d'Amiens qui est très 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 moyenne, hein. On est allé perdre chez eux, là on perd encore à nouveau, et personne s'inquiète, personne s'alarme, personne pousse de coups de gueule. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Et le truc de la vente, encore une fois, je pense que les joueurs, la vente, ça leur passe un petit peu au-dessus. Ils savent même pas où ils seront la saison prochaine, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver en fin de contrat, qui avaient signé pour 2 ans, et au moment de la descente en Ligue 2, qui savent pas trop ce qu'ils vont faire l'année prochaine, donc la vente ou pas la vente. Je sais pas si ça fait quelque chose dans leur, Alors, dans leur- Antoine, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, ça leur passe au-dessus, au sens où ça leur passe au-dessus tout simplement intellectuellement, et deuxièmement parce qu'ils s'en cognent. Par contre, je pense que ça crée dans le club un climat qui n'est pas propice au développement d'un groupe, etc. Parce que tout le monde a compris que on parle de quelques mois, de 6 mois, peut-être d'un an, avec un changement complet. Donc des joueurs qui déjà, à mon avis, sont pas des foot de guerre au niveau motivation, un par un, mis dans un contexte où ils sentent bien que le cadre est pas là et qu'il y a beaucoup de mecs qui seront plus là dans pas longtemps, je pense que ça les incite encore moins à se bouger la rondelle. la situation, elle n'a pas changé depuis qu'on est descendu en Ligue 2. Depuis qu'on est descendu en Ligue 2, la situation est la même. On est censé vendre dans 3, 4, 6, 7 mois. Il n'y a rien qui avance. Je pense qu'au bout d'un moment, pour ceux qui sont là depuis 1 an et demi maintenant, depuis la descente en Ligue 2, ils ont compris que cette vente, c'était quand même assez hypothétique
et que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il le voit bien, j'imagine qu'au quotidien, il le voit que rien n'évolue vraiment. Ils doivent aussi lire peut-être les rumeurs et ils voient que ça avance pas, que c'est toujours la même mécanique quand le club est un petit peu moins bien. On parle de vente pour essayer de mettre un peu la poussière sportive sous le tapis. J'ose espérer que certains comprennent quand même que c'est aussi un petit peu une manière d'agiter une espèce de drapeau pour pas regarder la situation sportive du club en parlant de la vente et en faisant fuiter des pseudo-informations de la vente. Actuellement, KPMG n'est même plus mandaté pour effectuer la vente de la SS. On est dans le flou total quand même. Et Antoine, j'étais sa main, il y a Joss qui disait justement que le public était assez calme, et c'est à juste titre depuis le début de la saison. Est-ce que justement, il n'aurait en fait finalement pas assez la pression peut-être, au contraire, et le public devrait peut-être se montrer, enfin c'est pas à eux de faire les efforts bien sûr, mais peut-être se montrer plus enthousiaste, plus dur en fait avec les joueurs pour peut-être qu'ils se bougent enfin? Moi, je crois que ça changerait rien parce Tu qu'en changes rien? fait, non, ça changerait rien parce que je pense qu'on a affaire à des gens, on n'a pas de joueurs de caractère, on n'a Mmh. pas de mecs qui ont le coffre, on n'a pas de mecs qui ont des personnalités. Je crois que ça leur passe au-dessus, que ça soit le silence ou que ça siffle. Ils s'en cognent. Ils s'en cognent et moi je sens pas non plus de fierté chez ces mecs-là, je sens pas d'esprit de révolte. Moi je les vois vraiment comme des mecs qui viennent justifier le fait qu'ils ont un salaire tous les mois, qui viennent faire leurs 90 minutes, que ça siffle ou que ça chante ou que ça fasse pas de bruit. Je crois que pour eux c'est exactement la même chose. Tu d'accord avec ça toi Antoine? Bah, je partage plutôt ce constat. On sent qu'il y a quand même un, deux, trois mecs qui ont une envie un petit peu supérieure quand même, qui se déchirent un petit peu plus que les autres. Mais ce week-end, sur certaines entrées, Ah, je lesquels Antoine? Lesquels? À qui tu bah, penses? moi, des joueurs comme Briançon, comme Petro, qui sont pas les meilleurs, encore une fois, mais tu sens qu'il y a une petite âme supplémentaire. Ils en mettent un petit peu plus que les autres. À l'inverse, l'entrée d'un Fomba ce week-end, c'est abyssal en fait. Le mec rentre, on l'appelle, il met son t-shirt, il met son short, il rentre, il fait 10 minutes, un quart d'heure, voilà, c'est la fin et il rentre se doucher. Mais il y a quand même deux, trois joueurs, je te dis. Je pense à Mouefek, je pense à Briançon, je pense à Petro, des joueurs qui, voilà, sur le terrain, tu sens que eux, ils sont un peu plus concernés par le sort de l'équipe là, contrairement à beaucoup. Ouais, moi j'ai un doute. Je pense qu'on confond la façon de jouer de ces mecs-là qui sont basés essentiellement sur un jeu Envie, athlétique avec le caractère. Pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, Briançon est un mec qui n'a pas de caractère. Mmh. Un Je autre sais que débat. je vais en choquer plein, mais pour moi, c'est un caractère Canada Dry, Briançon. Euh, et qui a su parfois se cacher dans les moments difficiles. Donc, pour moi, c'est pas un mec de caractère. Un mec de caractère, c'est Fabien Lemoine. Un mec de caractère, c'est Renaud Coad. Ça, c'est des mecs de caractère. Briançon, c'est un Canada Dry. Et Moefek, je oui, suis mais du coup, désolé, dans ces cas-là, Moefek, avec toute la tendresse que je peux avoir pour ce garçon, je pense qu'il ne faut pas confondre un mec qui effectivement multiplie les courses parce que c'est son jeu avec un mec qui a du caractère. Pour moi, c'est pas ça le caractère. Le caractère, c'est d'être capable d'amener du changement à un moment où ça va mal, être capable de faire bouger les mecs autour de soi. Le seul que j'ai vu faire ça, ça va vous surprendre hein, samedi, c'est Ivan Masson, qui à un moment donné a un peu recadré Nadé sur une connerie qu'il avait faite. Ivan Masson, les gars, Ivan Masson. On Le les trouvait mec bien bas. les mecs qui, il y a un an, étaient à clouer au pilori comme Mounier parce qu'il avait dit qu'il avait été maltraité à la SS. Et ben Ouais, ouais, on est très très loin du compte. On est le très loin constat du ouais, est compte. assez Très assez très loin terrible, du ouais. compte. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette pression, pose question. Ça, c'était un peu le débat, qu'on avait annoncé. Dans le chat, qu'est-ce qu'il se dit Gabriel, à ce sujet? Où il y a des nostalgiques de l'ancienne époque, forcément, là, comme disait Joss, notamment le moine. Mais sinon, Pascal, par rapport au public, qui disait que justement l'excuse de la pression du public, c'était une excuse trop facile. Nico Saint-Paul qui dit quand tu en arrives à aduler Dylan Chambaud, tu te rends compte du niveau de l'équipe. Sinon, on a Mouefek par rapport à quand on parlait d'une prolongation ou pas, là, El Cato qui le trouve super inconstant, donc il dit stop avec Mouefek. Nico Saint-Paul par rapport à justement aux supporters, il dit que justement les supporters viennent pour l'ambiance, le football est devenu secondaire. Je crois qu'on en parlait dans une précédente émission de ça aussi.
La pression, on l'a mise toute la saison dernière, ça a rien changé. Ça, c'est MG Tib qui nous dit ça. Nico Saint-Paul, pareil, il dit stop avec le public. Quand ça fait grève, on leur rentre dedans. Quand ils sont gentils, on leur demande de gronder. Donc je pense que là, c'est plus pour dire qu'il faut plutôt se concentrer sur le terrain que sur les tribunes. Absolument. Jo42 bah, qui dit que sans l'Arseneur, on prend des déroutes à chaque match. Quand on disait qu'il y avait peut-être des gars costauds, c'est peut-être l'Arseneur, justement. Ouais, Et à la limite, oui. pour rejoindre Joss, justement, El Cato qui termine en disant que Briançon n'est pas un patron, il manque de caractère. T'avais quelque chose à dire, Joss? Je t'entendais parler. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai Ouais, entendu. t'as caissé. Mon ami Nico Saint-Paul, je pense qu'il faut arrêter avec le public qui, alors, pour le coup, cette année fait sa bonne saison, fait une bonne saison. Ça doit être à peu près la seule composante du club qui est à peu près au niveau, voilà. Donc, faut peut-être pas arrêter de regarder de ce côté-là pour le moment et puis regarder ce qui se passe sur la pelouse. C'est clair, le problème vient pas là, loin de là. En tout cas, maintenant, nos Verts pointent à la 10e place au classement, du coup. Bon, ça reste très serré puisqu'il y a que seulement 2 points d'écart entre la 6e et la 12e place. Mais quand même, on a le droit de se poser la question quand on voit nos Verts jouer, est-ce qu'il faut tirer un trait sur la montée? Je le rappelle, ce week-end, c'est 2 frappes cadrées, peu de courses, peu de mouvements de fixation, peu de décalage, peu de transmission réussie. Vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin, le championnat est loin d'être terminé, mais ça devient quand même assez inquiétant quand on compare avec les meilleures équipes du championnat. Il y a des écuries comme Angers ou Auxerre qui n'hésitent pas, eux, qui font pas d'erreur et qui n'ont pas le droit à l'irrégularité, tout simplement. Et si on va en play-off, si on termine dans les 5 premiers, on va quand même, je pense, là, faire pâle figure contre des équipes de ce calibre. Antoine, j'ai commencé par toi. Tu en penses quoi de tout ça? La montée risque-t-elle, pardon, d'être compliquée? Et dans ce cas, on réessaie encore l'an prochain et ainsi de suite? Bah, la montée, évidemment que sur le papier, elle est toujours envisageable parce que avec 32 points, on voit que le cinquième a 34 points, que c'est Amiens, et que les équipes qui sont entre nous sont pas forcément plus impressionnantes, entre nous et la cinquième place sont pas plus impressionnantes, mais pour autant, est-ce que on peut croire que cette Ah, ASS-là quand est même. capable? Comment? Je dis, elles sont pas impressionnantes, mais on les bat pas. Oui, bien sûr, mais c'est ça le truc, c'est qu'on les bat pas. Et surtout, je n'arrive pas à penser que cette équipe est capable d'enchaîner les résultats jusqu'à la dernière journée pour garder une régularité qui lui permette d'atteindre le top 5. J'arrive pas à imaginer comment, à moins que Olivier Deloglio trouve la solution, mais depuis qu'il est là, donc ça fait 4 matchs qu'il est là, 4-5 matchs, on sent que cette équipe, elle est pas capable de gérer l'enchaînement des rencontres, et c'est une rencontre par semaine, elle est pas capable de se remettre en question après chaque semaine. On a un petit peu l'impression que c'est, ok, on a fait une bonne performance, on va rester sur nos acquis, ça va marcher la semaine prochaine, sauf qu'en fait, les autres équipes, elles bossent, elles voient les bonnes performances, et elles trouvent des solutions pour nous contrer, elles trouvent des solutions pour nous tenir facilement, parce que Amiens, ce week-end, ça n'a pas été très compliqué pour eux de nous retenir, hein, comme on l'a dit. Je crois qu'on cadre deux frappes ce week-end, et Amiens en 4-3. Ils cadrent plus de frappes que nous, alors que les discours à la mi-temps ou les discours à la fin du match, c'était ouais, ils viennent, ils font rien du match, ils tirent 2 fois, ils tirent une fois, ils marquent un but. Nous, on a beaucoup d'occasions. Moi, les occasions, je les cherche encore, je n'en ai pas vu beaucoup, à part dans les Bah, peut-être du 10 coup, premières non. minutes de jeu où il y a eu un petit peu de folie, où là, on s'est dit, ah, ça va peut-être repartir contre Pau, on va peut-être avoir un petit peu d'allant offensif, encore une fois, ça serait bien de vite déclencher. Et finalement, au bout de la 15e, 20e minute de jeu, on a senti que le scénario allait s'inverser. Et je sais pas, mais on avait l'impression de l'avoir vu 10 fois ce match-là. Un début de match assez sympa, et en fait, au bout de 10 minutes de jeu, ça rentre pas. L'autre équipe se met en place, elle met son jeu en place, et après, elle nous attend tout simplement, et elle nous prend en contre. Non, mais c'est clair que si on choisit nos matchs, en fait, tout simplement, si les joueurs choisissent leur match, ça va être très compliqué parce que là, c'est vraiment un match, bon, ça va, ok, pourquoi pas, Amiens, non. Donc, qu'est-ce que ça sera? Si c'est ça tout le long de la saison, ça va être très, très, très long, très, très compliqué. Joss, je vais te laisser donner ton avis maintenant. T'en penses quoi, toi, de. En fait, il y a toujours deux lectures. Là, si la question c'est qu'est-ce qui peut nous attendre là dans la dernière partie de saison, dernière ligne droite et au mois de mai, il y a deux lectures. Il y a ceux, les optimistes BA, comme je les appelle, qui regardent le classement, qui calculent, prennent une calculette, disent bon voilà, on est là, c'est encore jouable. Ok. Moi je serais prêt à croire à ça si en parallèle j'avais vu quelque chose depuis le début de la saison. Mais j'ai juste envie de rappeler qu'on a joué 22 matchs. 22 matchs sur 38, ça fait 58% de la saison qui est passée. Donc l'échantillon, il est suffisamment large pour avoir une idée de ce qu'on est capable de faire globalement.
Et moi, avec le sentiment que j'en retire depuis 22 matchs, pas une seule seconde, je pense qu'on va jouer la montée, et pas une seule seconde, je pense même qu'on va être cinquième. Et quand bien même on serait cinquième, je pense qu'on serait ridicule. Donc non, moi, j'incite tout le monde à arrêter de parler de monter en Ligue 1. Ça sera pas cette année. Ça sera pas cette année. Et je ne vais pas jusqu'au bout du discours de beaucoup de gens que j'entends dire, et puis de toute façon, ça serait pour faire quoi? Parce que c'est même pas la question. La question, c'est que dans ce qu'elle produit depuis 22 matchs, la SS n'a pas sa place dans les 5 premières places de Ligue 2. Point. C'est comme ça. Donc, on va terminer la saison, on va se faire chier une fois sur deux fois sur trois fois sur quatre plutôt. Et puis on verra l'été prochain ce que sera le projet, s'il y a un vrai projet de bâtir un groupe qui soit équipé et armé pour monter en Ligue 1. Et puis, moi, je fais partie de ceux qui pensent réellement qu'il se passera des choses d'un point de vue structurel. Et ça serait bien, ça serait le bienvenu quand même depuis le temps qu'on en parle. Mais c'est vrai que Je pense même que c'est la seule solution pour en finir c'est définitivement avec cette période de disette qui dure depuis très 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 longtemps. mais c'est ça, c'est un peu un cycle. Les années se suivent et se ressemblent là, depuis peu. Et ça serait bien qu'il y ait un peu de changement. Au chat, Gabriel, est-ce que les auditeurs sont aussi réticents quant à une possible montée de nos chers Stéphanois? Il y a plus de pessimisme que de, merde. Enfin, en tout cas, il y a plus de monde Optimiste. qui est pessimiste, oui, plutôt par rapport à la montée que d'optimisme, exactement, pardon. Donc Céline, on n'a réellement pas le niveau pour jouer la montée. À domicile, on a un rythme de relégable. El Cato, pareil, on montera jamais impossible. Lolas, Lolas qui nous dit que Lola SSE, pardon, c'est bien beau de parler caractère. Moi, je crois surtout qu'on a une équipe moyenne avec des joueurs moyens et donc on mérite le ventre mou. Jo42 qui le rejoint en disant qu'on finira entre 8 et 12. Quand on voit jouer au Cerf, c'est une leçon de football par rapport à nous. On est à notre place. On est clairement trop inconstant à domicile, donc ce sera impossible de monter pour Jeff 0142. El Cato qui pose justement la question d'où est le facteur X dans l'équipe? Le gars qui a du talent, il y a zéro à part l'Arseneur, donc ça on dit beaucoup. Sur YouTube, on est un peu mitigé. Il y a Laurent Carpentier qui dit que les barrages sont possibles, mais pas la montée directe. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais il y a quand même Yannick qui répond en disant que même les barrages, c'est terminé, puisqu'on est trop faible, on montre pas d'envie. Et sinon, comme on disait par rapport au barrage, même si on arrivait à se qualifier au barrage, Pascal qui nous dit que même si on terminait cinquième ou quatrième, il ne voit pas d'issue positive par rapport au match contre le troisième et au 18e de Ligue 1 si jamais on arrivait à passer. On verra donc, suspense. C'est vrai que si ça continue sur ce rythme, ça va être compliqué. Dernière petite question, messieurs, avant de passer après un peu à la prochaine partie de l'émission, pardon, pour finir de parler de ce match. J'aimerais qu'on parle quand même de la prestation un peu individuelle de nos joueurs. Bon, ça va être compliqué d'élire le flop des flops, on va dire, pour ce match, puisque tout le monde a écopé de la note de 4 sur 10, à l'exception de l'Arseneur qui est à 5. Antoine, toi, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement déplu du coup dans cette rencontre, qui t'a déçu en fait? Ou vraiment c'est un ensemble un naufrage collectif comme on dit si bien? Oui, je pourrais facilement dire un naufrage collectif, mais on va quand même respecter le job en pointant du joueur, en pointant du doigt un ou deux joueurs. Il y a Bouchouari qui a été complètement indigeste, Mm. transparent, 45 minutes, complètement raté. Il avait fait une bonne première période contre Pau, mais c'était déjà beaucoup plus difficile la seconde période. Là, il est resté sur le même lancé, il est resté sur ce qu'il sait faire de mal, c'est-à-dire prendre le ballon, essayer de faire un petit peu la toupie, de trouver des solutions, sauf qu'il n'y a pas forcément de solution quand on veut jouer trop compliqué. Pas du tout pas du tout de présence, pas du tout de récupération, pas du tout de projection vers l'avant. Vraiment un match complètement raté de sa part. Mouefek aussi qui a été vraiment. De toute façon, les deux ont été sortis à la mi-temps, hein, mais le duo Mouefek-Bouchouari qui est censé pouvoir un petit peu nous porter, je dis bien qui est censé pouvoir créer du jeu. Ils aiment bien se faire des dizaines de passes de suite, alors que des fois il y a de l'espace autour. Ça, c'est aussi un défaut qui commence à avoir beaucoup les deux à trop vouloir jouer ensemble. Et après, autre joueur que j'ai trouvé un petit peu en dessous, enfin en dessous encore une fois, c'est Apia
qui est assez régulier d'habitude et qu'il a eu un déchet technique assez affligeant. Ça nous a coûté de nombreuses occasions. À plusieurs reprises, il était en bonne position ou pour frapper, ou pour centrer, ou pour passer. Et à chaque fois, ça a été mauvaise passe, mauvaise transmission. Et ça nous coûte cher à la fin parce que les occasions, elles ont été maigres. Et pourtant, on a été souvent dans le camp amiénois sans réussir à vraiment être dangereux. Joss, de ton côté, t'es d'accord, toi, avec le constat d'Antoine? Ouais. Ouais, globalement d'accord avec Antoine. Simplement, par rapport à la grille de notation qui est là, pour moi, 4, c'est un grand maximum. Donc, je laisserai ça. Je toucherai pas à la défense parce que c'est presque ce qui m'a déçu le moins. Par contre, j'enlève 2 points à Bouchoirie, j'enlève 1 point à Mouefek, j'enlève 1 point à Tardieu, j'enlève 1 point à Cafaro. D'accord, Pour ouais. moi, Bouchoirie, ça vaut 2. Mouefek, Tardieu, Cafaro, ça vaut pas plus de 3 sur ce match-là. Ok. Et Gabriel, concernant le chat, les auditeurs en pensent quoi de la prestation des joueurs? Euh, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est surtout Cafaro qui revient énormément. Pour les Boulas, Cafaro que des mauvais choix. Cafaro flop pour Céline. ASS 71, Cafaro, j'en peux plus. El Cato, Cafaro, faut qu'il dégage. Donc voilà. On a Jeff qui rejoint, je crois que c'est Antoine qui parlait d'Apia, qui qui dit que le flop c'est Apia à domicile. C'est vraiment nul de proposer un tel déchet sur les centres. Donc ça, c'est un problème depuis le début de saison. Bouchoirie qui revient pas mal aussi. On a Céline qui nous dit que c'est le trio de la première période au milieu qui a été très mauvais. Donc Tardieu, Bouchoirie, Mouefek. Impossible de créer du jeu à domicile face à des blocs bas avec des joueurs qui mettent 3 heures à faire une passe vers l'avant. Absolument. Pascal qui nous dit que Bouchoirie est un flop depuis qu'il est sur le côté. On l'avait vu sur le côté à Pau dans le 4-1-4-1. Là, il était plus repassé dans l'axe avec Mouefek et Tardieu. Et Déon Topou qui nous dit que le milieu de terrain, c'est vraiment terrible. Je préfère presque aujourd'hui mettre mon conduit, c'est dire mon désespoir. Et c'est quand Alors, même. Ouais, vas-y, je excellente remarque, excellente remarque. De Déon Poutou, c'est que on a presque trouvé mon conduit bon. Ouais. C'est dire l'affligeance du niveau du milieu de terrain, quoi. c'est ce que Moi, j'allais j'ai dire. trouvé mon Ouais. conduit bon. Mais en Voilà. plus, le Alors, milieu de je pensais terrain, pas pouvoir dire ça un jour. le milieu de terrain, c'était il y a quelques semaines à peine avant le départ de l'Aubry, notre vivier, on avait plein de joueurs, on savait pas quoi en faire, et là il nous manquerait presque des bons joueurs à ce niveau. Enfin, c'est quand même assez triste Mais on a encore confondu quantité et qualité. ouais, Encore. pour Je changer, pense pour qu'on s'est changer. beaucoup enflammé sur beaucoup de gens. On s'est beaucoup trop enflammé sur le vrai niveau de Bouchoirie. Je parle de niveau, hein, c'est-à-dire la capacité de jouer à haut niveau. Je parle pas justement uniquement de ses pieds. Je pense qu'on en fait beaucoup sur Mouefek, qu'on en fait beaucoup sur beaucoup de joueurs qui sont en fait en réalité des joueurs très moyens, très moyens. En tout cas, on a bien parlé de ce match pitoyable. Et avant de passer au prochain match, on a notre petit point mercato à faire. Puisqu'il y a Clément qui nous a rejoint pour parler de ça. Salut Clément, comment tu vas? Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bah, moi ça va, hein. Ça va, même si le match de samedi, je vous écoute depuis tout à l'heure et je rejoins grandement ce que vous avez dit. C'est quand même vraiment catastrophique, mais on va voir ce que le club va faire dans les dernières heures, derniers jours de mercato qui restent pour peut-être ramener un peu d'espoir. Et tu vas nous en parler puisque tu es notre spécialiste mercato chez Peuple Vert. Bon, on n'a pas eu beaucoup de neufs d'officialisation durant les derniers jours, mais le mercato n'est pas tout à fait fini puisqu'il reste 3 petits jours pour espérer encore du mouvement au sein du groupe stéphanois. Aujourd'hui d'ailleurs, il me semble, une réunion se tenait pour évoquer ces derniers jours de mercato. Dans le sens des arrivées pour commencer, on a le cas de François Régis Muguet qui ressort pas mal dans la presse. Dalloglio avait exprimé sa volonté d'avoir un profil offensif. La semaine dernière, on évoquait également Papé Cissé. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Clément, sur ces dossiers? C'est ça, bon, on va faire un petit point sur les arrivées. Donc, tu as parlé tout à l'heure de François Régis Mouguet, je vais y revenir juste après. Mais déjà, ce qu'on peut dire plus globalement, c'est qu'une recrue est toujours espérée au minimum une recrue offensivement. Ça va surtout dépendre des opportunités, comme Perrin l'a dit. On avait le poste d'ailier qui était quand même visé, pour ne pas dire la priorité, depuis au moins mi-janvier, quand il y avait eu
l'annonce officielle de la blessure de Diarra, même s'il y a eu aussi la réflexion de faire un profil qui peut jouer à la fois dans l'axe et à la fois sur le côté. Donc voilà, un ailier, ça pourrait toujours être le cas, mais depuis le match d'Amiens, il y a une réflexion dans le club qui se porte sur la possibilité de signer un milieu offensif. Le manque de liant, de créativité, de folie un peu dans cette équipe-là a poussé un peu à cette réflexion-là. Donc voilà, c'est une info qu'on a développée chez Peuple Vert ce matin. On verra, comme tu l'as dit, avec la réunion qui se tenait aujourd'hui, ce qui va en ressortir. Pour l'instant, on n'a pas trop d'écho, mais en tout cas, voilà, il y a cette réflexion-là pour le poste de milieu offensif. Et même si la réflexion est très tardive, la réaction est très très tardive, il risque quand même de se passer quelque chose dans le sens des arrivées d'ici le 31 dans les prochains jours. Je reviens juste sur Mouguet, du coup, de Marseille, qui avait été évoqué la semaine dernière. C'est pareil, on en avait parlé sur Peuple Vert. Il y a bien eu une prise de renseignement, mais rien de plus concret pour l'instant. Aucune vraie démarche entamée par le club pour le signer. Il y a aussi Caen qui est intéressé pour un prêt comme la SSE. Et voilà, on n'est pas sur un dossier qui est proche de se faire. Et pour le poste de défenseur central, on avait parlé de Pape Cissé la semaine dernière, comme tu l'as dit. Il y a bien eu des contacts avec lui. Il y avait une volonté commune de Romeyer et du joueur de retravailler ensemble. Mais comme on l'avait expliqué la semaine dernière, la tendance était négative et ça s'est confirmé depuis. Le club n'a pas fait d'offre et au vu de la complexité du dossier d'un point de vue économique, aussi bien salaire que transfert, ça ne devrait pas se faire. Il ne devrait tout simplement pas y avoir d'offre. Il y a aussi d'autres profils de centraux qui sont proposés. On m'a parlé tout à l'heure d'un joueur qui joue en Suisse, par exemple. Mais au vu de la forme de Nadé actuellement, alors c'est pas flamboyant, mais on va dire que ça fait à peu près le travail et du retour de Batou Menzika qui est de plus en plus proche quand même parce que voilà, là on arrive bientôt sur la fin de la CAN. Il ne devrait pas y avoir de recrues au poste de central sauf grosse opportunité. Donc voilà, pas de scoop sur les arrivées. Comme tu as dit, il y avait la réunion aujourd'hui. On va voir ce qui en ressort. Et tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de mettre les notifications sur Peuple Vert et de suivre ce qui va se passer dans les derniers instants de ce mercato-là. Ouais, surveillez bien Peuple Vert, chers auditeurs. Et du coup, ça serait plutôt un ailier et ou un milieu offensif qui serait ciblé, pas de défenseur central. Donc, Antoine, au niveau des priorités du groupe, tu valides ces idées, ces pistes et ces postes tout simplement? Ah, il y a des manques à tous les postes, donc c'est Mhm. difficile de ne pas valider. On Exactement. aurait besoin On aurait besoin d'un mec qui rassure la garde, on aurait besoin d'un latéral qui soit vraiment capable de faire des bons centres, on aurait besoin d'un récupérateur taulier qui ratisse des ballons, on aurait besoin d'un créateur qui puisse animer les attaquants, on aurait besoin d'un ailier qui déborde, d'un buteur qui marque. Donc c'est un petit peu compliqué, mais le profil Besoin de d'une Pape équipe, Cissé, quoi, en gros. Hein. bon, tu vois, tu traduis ce que je dis. Bah ouais, on Mais a besoin d'une équipe, quoi. Ouais. malheureusement, non. J'aurais aimé voir un milieu créateur, quelqu'un qui crée vraiment du jeu au milieu de terrain. On l'a pas actuellement. Tardieu l'a eu été dans le passé à 3, il l'est plus à Saint-Etienne, il a reculé d'un poste maintenant. Et en fait, on a personne qui est capable de tenir le ballon et de casser les lignes avec le ballon. Bouchoirie, il est en descente totale ces dernières semaines, ces derniers mois. Mouefek, il est sur courant alternatif, on le sait, il a beaucoup d'envie, beaucoup de qualité, mais il a aussi les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'il va en faire trop. Il a de l'envie, mais il veut toujours en faire trop. Et après, il faut voir ce que le petit Mboukou va nous apporter. Est-ce qu'il va vraiment apporter un profil différent devant? Parce que on a des joueurs comme Chambaud qui sont plutôt dans la technique, des joueurs comme Cafaro qui sont plutôt dans la provocation. À voir lui ce qu'il va pouvoir, ce qu'il va pouvoir nous apporter. Mais, euh, mais pour l'instant, ça reste que des rumeurs très, très vagues. Il n'y a pas vraiment de profil évoqué. C'est toujours assez flippant, les recrues de dernière minute, encore plus à la SS. Dans le secteur offensif, on avait eu Ramirez il n'y a pas très longtemps, arrivé le dernier jour du mercato, on se Ouais, rappelle de ce c'était que pas ça avait mal fait. ça, ouais. Donc voilà, je suis toujours très inquiet parce qu'on est le 29 janvier, que le mercato se termine le 1er février, qu'on décide maintenant de se dire ah, et si c'est plus intéressant de nous faire un ailier, un attaquant ou un joueur qui est un petit peu capable de faire les deux, c'est peut-être le bon moment de se poser la question. Je trouve qu'ils n'ont pas eu assez de 29 jours et même de 6 mois pour trouver les mots de l'équipe et chercher des solutions pour la renforcer. Ouais, c'est vrai que la réunion qui se tient aujourd'hui à 3 jours de la fin du mercato, pour préparer la fin justement, c'est pas mal. Enfin bref, Ouais, ils étaient contents ces derniers jours, c'est pour ça. ouais, et Joss, toi, t'as quelque chose à rajouter à ce sujet?
enfin, je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Ouais, Antoine. On c'est navigue ça. à vue. Alors du coup, on vit avec la culture de l'instant. Alors si on doit vivre avec la culture de l'instant, et comme on se doute que s'il doit y avoir des arrivées, ça sera une arrivée, hein, pas 50. Là, comme ça, après Amiens, je dirais que si je dois faire un choix, je prends un milieu créateur, ouais, parce que c'est trop faible. Mais j'aurais pu dire autre chose le match d'avant, et c'est faible à tellement de niveaux. Après, je trouve que c'est très symbolique tout ça. On est passé vite là-dessus, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Clem et aussi l'avis d'Antoine. Quelle est la pertinence et qu'est-ce que ça renseigne d'apprendre qu'on fait une réunion le lundi matin pour définir les contours de la dernière ligne droite du mercato? Il reste 3 jours. Tu vas définir que dalle. Soit tes dossiers sont prêts et tu es en phase de négo, soit ils sont pas prêts et tu n'as rien à définir. Ah, justement, ils sont pas prêts, hein. Enfin, Ils sont pas prêts. S'il y a alors des alors réunions, s'ils ils sont font quand pas, même régulièrement, mais ils sont pas prêts. alors, Il y s'ils a sont qu'à pas voir prêts, il est trop la tard. déclaration Voilà. de Perrin juste avant le match. Je pense que si on gagne contre Amiens, c'est possible que le mercato soit terminé dans le sens des arrivées. C'est de la pure réaction, c'est Oui, voilà, on navigue à vue, changer, quoi. on Voilà, réagit. navigue à vue. Pour changer. Absolument. Pour changer. Donc ça, moi, je crois pas que ça puisse donner quelque chose de pertinent. Il faudra avoir beaucoup de chance. Voilà, il faudra avoir de la chance. On en est rendu à miser sur la chance. La chance, la chance. On verra en tout cas. Il y a aussi le sens des départs à aborder aussi. On avait quand même deux dossiers concernant nos joueurs qui sont un peu ressortis dans la presse. Bon, on avait d'abord Monconduit qui avait déclaré vouloir rester et ça semble bien parti, étant donné le départ de l'Aubry puis sa titularisation. Et on avait aussi Maxence Rivera, un possible départ vers Israël. Il y a aussi des prêts de jeunes joueurs à évoquer, il me semble. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Clément? Bah, mon conduit, du coup, qui devrait rester, hein. Je pense que tout le monde a bien compris le message et a peut-être vu ses déclarations. Il avait été informé en décembre qu'il ne serait pas retenu, voire même qu'il était indésirable, proposé à pas mal de clubs depuis, mais il a, entre guillemets, «surinversé la tendance» au mois de janvier par, soi-disant des bonnes séances d'entraînement, 2 matchs qui ont semble-t-il convaincu, les dirigeants de le garder. Lui aussi voulait pas partir, il l'a dit publiquement. Donc voilà, l'histoire se répète un peu à chaque mercato avec mon conduit. À chaque fois, il est annoncé partant, à chaque fois, il est indésirable. Mais au final, il arrive Ah, il est toujours bien chez nous. Il est bien à chez nous. rester. C'est ça, il est dans un certain confort. Ouais, il a un bon salaire. Il aura pas forcément le même ailleurs. Voilà, il est bien. C'est pas dans son intérêt de partir, clairement. Ouais, Lui, non, évidemment que non. sa situation, elle lui convient très bien. Sur Rivera, on en avait parlé il y a 2 semaines. Il y aura pas de prolongation, sauf incroyable retournement de situation. Le Maccabi Tel Aviv s'est positionné. C'est un article de l'équipe, il me semble, il y a quelques jours. Et, ils sont positionnés pour l'accueillir dès cet hiver, parce qu'il y a la possibilité qu'il soit libéré avec un pourcentage à la revente. Il y a aussi un club de Ligue 2, on en avait parlé il y a 2 semaines, c'était une info qu'on avait révélée, qui est sur le dossier. Mais le discours pour l'instant que le club tient à Rivera, c'est que tant qu'il n'y a pas une recrue qui arrive, ils ne le laisseront pas partir. Donc ça risque d'être un dossier qui va se boucler la dernière journée, s'il se boucle. Et voilà. En tout cas, il y a toujours un départ de Rivera qui est possible. Et au niveau des jeunes joueurs, bah, c'est notamment pour Cherfal. On a mon conduit qui revient dans le groupe, qui commence à avoir du temps de jeu. Donc forcément, ça va totalement barrer Cherfal. Donc il y a aussi la réflexion pour un prêt. Voilà. Après, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur si c'est plus concret que ça ou quoi. Et voilà. Dans le sens des départs, il faut peut-être aussi s'attendre potentiellement. C'est surtout pour Rivera qu'il va falloir surveiller. Surveiller s'il y a une arrivée, s'il y a quelque chose qui se passe pour Rivera. Donc voilà. Bon, pas grand-chose à dire, donc on est dans ce Non, sens-là. le gros a déjà été fait. Oui, c'est C'était clair. surtout Charbonnier et Lobry et Monconduit au début du mercato. Il y en a 2 qui sont partis, Charbonnier et Lobry. Monconduit va rester. C'était surtout ces 3-là, en fait. Hmm. Donc là, maintenant qu'on sait que l'avenir de ces 3-là est entre guillemets scellé, là, on est plus sur des petits dossiers, quoi. Bien sûr, ouais, non, c'est sûr, t'as raison. Joss, toi, dans le sens des départs, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais Rivera, pourquoi pas? T'aurais fait partir d'autres joueurs, toi, écrire un peu plus, ou t'en penses quoi de tout ça? Non, enfin, Au point non. d'en est. Enfin, vu les 40, enfin moi,
ok, Rivera, on en pense qu'on en veut, mais on a des carences d'ailier. C'est pas forcément celui que j'aurais fait partir le plus, alors qu'on avait beaucoup de joueurs au milieu. C'est pour ça que le départ de Lobry et celui de Monconduit me choquaient pas. Voilà. Maintenant, oui, je suis assez d'accord avec elle. Je pense que les positions sont figées. Il y en a deux qui sont partis, le troisième partira pas. Donc maintenant, il faut se projeter sur la fin de saison avec ça. Par contre, si Rivera part pas, je pense qu'il faut qu'il joue. Enfin, à un moment, il faut l'utiliser, quoi. Dans une forme de rotation. Enfin, je sais pas, mais il faut l'utiliser parce que sinon, là, tu n'as ni le beurre ni l'argent du beurre. Donc, on verra bien. Je me positionnerai sur le fait que c'était une bonne idée qu'il parte ou qu'il reste, selon ce qui se passera si jamais il part et qu'on le remplace ou pas, ou s'il reste et qu'on le fait jouer ou pas. Antoine, toi, t'es d'accord avec ce que dit Joss concernant Rivera? Oui, 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 moi je suis pas un très grand fan de Rivera malheureusement. Je trouve qu'il a pas du tout le niveau de la Ligue 2. J'ai pas le souvenir d'une seule fois où il nous ait vraiment apporté quelque chose. Donc je suis peut-être un peu biaisé dans mon jugement. Malheureusement, je pense qu'il nous apportera rien qu'importe la situation de la SS en Ligue 2. Euh, Après, peut-être que sur un match ou deux, mais bon, je suis pas du tout fan de ce joueur. Je trouve qu'il a jamais rien apporté. Pour moi, mieux vaut qu'il aille s'épanouir ou en Ligue 2 dans un autre club qui lui correspond peut-être mieux, ou alors en National, où là, il aurait plus le niveau. Bon, on verra donc dans les prochains jours qui lancera concernant Rivera. Gabriel, au chat rapidement, concernant la fin du mercato stéphanois, qu'est-ce qui se dit un peu? Ce qu'on disait au départ, pour les arrivées, on a SSE 7100 qui nous dit que, comme on disait, quand on agit toujours dans l'urgence, quand on entend qu'on recherche un milieu relayeur, on est des amateurs et on agit dans l'urgence alors qu'on sait qu'il manque ce joueur depuis longtemps. Les Boulas qui nous dit qu'il manque un 10 qui distribue et oriente le jeu. Sur YouTube, on nous disait, William, qu'il faut recruter des mecs qui en veulent. Stéphane qui disait que recruter ne sert à rien car on ne montera pas avec cette équipe. Il y a Steph42 qui se pose la question de est-ce qu'il aurait fallu garder Louis Mouton et lui laisser du temps de jeu jusqu'à certainement être titulaire quand on voit le milieu qu'on a actuellement. El Cato qui regrette le fait qu'on se traîne le recrutement de Batles cet été et les choix de Perrin. William Paulet, on prend que des mecs gratuits ou en prêt. On n'a même pas été capable d'aller chercher le meilleur buteur de National, Esteban Le Paul, qui a d'ailleurs signé à Angers et qui devrait peut-être jouer ce soir contre Bordeaux. Et sinon, on a du Jeff0142 qui nous dit que Chambaud est meilleur depuis que son avenir est incertain. Et incertain, il lui faut des stats pour un contrat ici ou ailleurs. Sinon, bon, bah, comme d'habitude, on a les dirigeants qui en prennent pour leur grade, évidemment. Et, et Michael Estra sur YouTube qui nous dit qu'il faut recruter un numéro 6 pour concurrencer Tardieu qui est catastrophique. Et un numéro 10 car il manque un vrai passeur dans l'équipe, c'est ce qu'on disait au début. Bah, ce qui est bien, c'est Et que... juste, Ouais, dis-moi, dernière chose, excuse-moi, pas de pour souci. Rivera, justement, pour les départs. Étienne qui nous dit, c'est bête de laisser partir Rivera, c'est le seul ailier qui sait centrer, pardon. On verra s'il aime beaucoup, sait réaliser ce geste technique. On verra, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu à l'œuvre, mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est qu'on a vraiment des choses à dire concernant tous les postes, vraiment, vraiment drôle, bon, enfin bref. En tout cas, Clément, Après, ouais, juste vas-y, Joss. une dernière chose, il faut aussi quand même toujours se rappeler que le mercato d'hiver, hein, ça reste complètement de l'ajustement. Tu trouves Ah, rarement bien sûr. des perles. Quand tu es obligé de changer autant de monde au mercato d'hiver, c'est que tu t'es trompé à l'été, hein. Voilà. Et à part janvier 2018, Gasset, des mercatos d'hiver vraiment performants, c'est quand même rare, quoi. Voilà, c'est des mercatos d'hiver qui changent à ce point le visage de l'équipe, c'est quand même rare. Non, c'est vrai, t'as raison de le rappeler. Clément, de ton côté, toi, est-ce que t'as d'autres choses à nous partager ou c'est tout bon pour ce soir? Juste parce que je l'ai pas dit, mais j'ai oublié de le dire, mais Rivera, l'intérêt du Maccabi Tel Aviv, ça l'emballe pas trop. Quand on lui a fait part de cet intérêt-là, il n'était pas du tout emballé par l'idée d'aller jouer en Israël. Donc peut-être qu'il ira pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça avait pas l'air de l'emballer particulièrement au vu de la situation là-bas. Voilà, c'était tout. D'accord. En tout cas, bah merci Clément pour cette intervention et pour toutes ces informations précieuses. En espérant que le mercato se termine bien, donc, même si ça semble assez compliqué vu l'organisation colossale de la part de nos dirigeants. En attendant, du coup, on a un prochain match à aborder quand même ce samedi, et c'est du coup tout de suite dans le prochain match.
Active Synthé Night Club. Le prochain match. Les Verts vont-ils faire une nouvelle fois preuve d'irrégularité? Vont-ils bénéficier une nouvelle fois d'une force surnaturelle loin de leur Geoffroy Guichard natal? C'est ce qu'on va voir. Les Verts jouent donc contre Dunkerque qui pointe à la 18e place au classement. Les nordistes restent sur 2 victoires de rang contre le Paris FC et Ajaccio. Donc 2 équipes qui sont quand même loin d'être des petits du championnat. Bon, sur le papier, c'est quand même un match pardon, largement gagnable. Mais bon, quand on voit la dernière prestation de Lovers, on peut s'attendre à tout. Antoine, toi, difficile d'être complètement confiant pour ce match, mais tu crois à une victoire ce week-end? Oui, oui, je vais jouer l'éternel optimiste. Dunkerque, ça reste, comme tu l'as dit, la 18e équipe de Ligue 2. C'est très faible. Les rares fois où je les ai vus jouer, autant l'année dernière, ils ont pu développer du jeu, autant cette saison, je trouve qu'ils développent vachement moins de jeu que l'an dernier. Ils sont certes sur 2 victoires, nous, on est sur une défaite, une victoire, mais on ne peut pas ne pas dire que je pense je ne peux pas ne pas dire que la SS ne va pas gagner là-bas. Il y a un écart global, il est censé y avoir un écart global euh, qui nous permet d'aller se déplacer là-bas avec la certitude de pouvoir s'imposer, et c'est tout sauf le cas malheureusement. On est toujours dans cette incertitude-là, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on ne sait pas du tout quelle équipe va être alignée, on ne sait pas du tout quel va être le visage que les joueurs vont afficher, et voilà, donc c'est toujours dur de se prononcer. J'aurais tendance à dire que la loi des séries nous dit un bon match, un mauvais match, là on va faire un bon match. À l'extérieur, on est mieux à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Donc oui, je partirais comme sur une victoire du côté de Dunkerque. Eh ben, j'espère en tout cas que tu as raison d'y croire. Joss, de ton côté, tu crois aussi à une victoire ou pas aussi optimiste? Ouais, moi, je crois plus en rien. Après, on va essayer d'être un tout petit peu objectif. Je crois qu'on est très très en dessous de 5 équipes au-dessus de nous. Je pense qu'on a le même niveau qu'une dizaine d'équipes et j'ose croire qu'on est quand même un peu intrinsèquement supérieur aux 4 qui sont en bas, dont cette équipe fait partie. Alors oui, je pense qu'on a les moyens de gagner ce match, mais on va le gagner, on va les écraser 1-0, quoi. Voilà. Écrasé, c'est le mot. Et rapidement au niveau de la composition, bon, on risque pas d'avoir d'énormes changements dans le groupe. De plus, tous nos verts engagés pour la CAN sont encore en lice. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des petits changements par rapport au match contre Amiens, que ce soit au niveau des joueurs poste pour poste, peut-être, aussi au niveau de la composition, même si j'ai moins d'espoir. De ton côté, George, je vais te laisser la main. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu mettrais Bah, un coup sur le banc? Dis-moi. oui, alors c'est-à-dire que s'il reste en 4-3-3, moi je tenterai beaucoup. Alors je sais pas où il en est vraiment physiquement, mais j'ai trouvé qu'il semblait avoir un peu de gaz là sur l'entrée qu'il a faite. Et je sortirai un des 3 milieux. Alors après, il faut le remplacer par un autre. Je sortirai un des 3 milieux pour tenter de les faire un peu réagir. En tout cas, soit Bouchori, soit Moefek. Et je mettrai soit mon conduit, soit je mettrai peut-être Chambaud là. Ce qui libérerait une place sur un côté pour Mboukou. Et malheureusement, de l'autre côté, je laisserai Cafaro par défaut parce que je vois rien de mieux à faire que ça. L'autre option, c'est de passer à 4 au milieu et de faire entrer Wadji directement. Là encore, je ne sais pas où il en est. Et de jouer avec Wadji Cardona devant. C'est À un truc, voir, à voir. j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir. Voilà. Mais à mon avis, il le fera pas. À mon avis, il va rester sur le même système. Est-ce qu'il changera des joueurs si on s'en tient à sa conf où il a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que les mecs qui n'avaient pas de caractère, ils allaient dégager? On verra. Dans ça, j'ai entendu probablement qu'un des deux, Mouefek et ou Bouchouari, ne démarrerait pas et je le verrais bien faire démarrer plutôt un Monconduit à la place d'un des deux. Bon, on verra, mais c'est vrai qu'il y a des petits changements comme ça qui peuvent être opérés. Antoine, toi de ton côté, tu espères ou tu t'attends quelques petits changements comme Joss l'a évoqué? Ouais, je partage plutôt l'avis de Joss. J'aimerais bien revoir Wadji en titulaire, voir ce que ça peut donner l'association avec Cardona. Mm, Beaucoup. On sent qu'il a un petit truc, ça aime beaucoup. Je sais pas, il a un mm. profil qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et surtout, ça permettrait aussi de réaxer Dylan Chambaud. Dylan Chambaud sur le côté, il a un petit peu plus de mal. Je le Ouais. préfère quand il est dans le cœur du jeu, quand il est dans l'orientation. Il joue beaucoup plus simple qu'Abouchouari, qui est tout le temps qui est beaucoup à vouloir se compliquer, ses transmissions.
Et comme l'a très bien dit Joss aussi, Olivier Dalloglio, il a un peu lancé les grandes menaces, hein. Donc là, ça va être un de ses premiers moments de coaching importants. Ça va être un petit tournant dans ses débuts avec la SS. Il va devoir mettre des mecs qui étaient habituellement titulaires sur le banc. On va voir qui ce sera. Quoi qu'il arrive, ça va. Voilà, on est censé avoir un premier changement majeur, on va dire, dans le 11 de départ pour ce match face à Dunkerque. Donc ça sera un petit peu ça sera intéressant de voir quels seront ses choix. C'est vrai, on Ouais, verra puis et ouais, vas-y Joss. on est un tournant managérial aussi parce que C'est Dalloglio, ce il a que j'allais pris dire, un ouais. risque, d'une certaine manière, il a pris un risque en ayant ses mots forts. Si là, le prochain match, il change rien, les mecs vont se dire, bon, bah, l'autre, il gueule, et puis en fait, il fait rien, quoi. Donc là, pour le coup, le soufflet va retomber. Donc, à mon avis, il va faire des changements, ne serait-ce que pour être cohérent avec ce qu'il a dit après le match. Non, c'est clair, quand on voit ces déclarations, c'est ce que j'allais dire. On s'attend quand même à ce qu'il y ait un peu de caractère. Déjà, il a quand même osé changer Bouchouari et Mouefek, on l'a dit, à 45 minutes lors du match contre Amiens, chose que son prédécesseur n'avait pas fait pendant son mandat. Donc on verra, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à quelques pas choix forts tout de suite peut-être, mais ouais, quelques changements pour faire, pas pour faire tourner, mais peut-être pour faire réagir ces joueurs. Avant de passer au challenge, Gabriel, est-ce que tu as quelque chose à nous dire concernant le chat? Est-ce qu'ils sont optimistes, nos auditeurs, concernant le prochain match des Verts? Quand même plus d'optimisme pour une victoire, même si on parle de victoire très très serrée. On a du 1-2 de justesse pour Pascal, 1-0 pour Stéphane, 1-2 pour Céline, ASSE 71 2-0 pour Sainté. Jeff, en revanche, c'est le seul qui était un petit peu négatif puisque il pense qu'on va enchaîner avec une nouvelle défaite et il attend de pied ferme le retour de Batu Benfica. Et sinon, Ah, Tala il a 08 qui gagné, voit une Batu victoire avec. Benfica, il a passé un tour. Bah oui, malheureusement pour nous. Ah oui. Et on a Tala 08 qui voit une victoire avec un bon contre son camp. Et sinon, sur les choix de Dalloglio, on a donc ASSE 71 qui aimerait bien revoir Amougou, qui était rentré contre Laval, il me semble. Oui, contre Laval. Giuseppe 42 qui voudrait bien tenter un 4-4-2 comme Jeff avec Wadji et Cardona devant. Et sinon, par rapport à la déclat de Dalloglio, Pascal, il se questionne justement, si on enlève les joueurs sans caractère, on met qui sur le terrain? Ouais, Donc ouais, voilà. c'est la question, là. Il y aura pas grand monde sans doute. Merci Gabriel en tout cas et merci messieurs. On espère quand même une victoire stéphanoise loin du Forêt. Mais en tout cas, l'émission n'est pas terminée puisqu'il reste le Saturday Night Football Challenge pour clôturer tout ça. Je vous rappelle qu'à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz de 4 questions à nos chroniqueurs, pardon. Oula, je fais n'importe quoi sur. euh, Hop, pardon, j'ai un petit souci. Oui, à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association, pardon. À la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points remportera l'ensemble de nos revenus pour l'association qu'il aura choisi, bien sûr. Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement pour qui tu joues? Alors moi je joue pour SOS Méditerranée, c'est une association civile de recherche et de sauvetage en haute mer pour des navires qui sont en naufrage en Méditerranée. Et Joss, de ton côté, toi, tu joues pour qui? Moi, je joue pour France Alzheimer. Parfait, parfait, parfait. Donc on peut y aller. On y va tranquillement pour commencer avec un joueur à deviner. Donc dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom et je vous donne la parole. Attention, ça peut aller très vite. Je suis né en 1982 et c'est au Stade Rennais que je commence ma formation de footballeur. Après une année blanche en Espagne du côté de l'Espagnol Barcelone, je rejoins pardon, le Forêt à 21 ans en 2003. Je m'impose très vite sur le flanc gauche de la défense verte et réalise des prestations majoritairement convaincantes. International congolais, je participe même à ma première CAN lors de la saison 2000. Antoine, Ouais, Antoine? est-ce que ça serait Erita Ilunga? C'est Rita Ilunga, bravo. Lors de la saison 2006-2007, le coach Eli Bob part en direction de Toulouse. À la fin de la saison, je lui suis dans cette nouvelle aventure pour découvrir la Coupe d'Europe. En 2008, je découvre ensuite le championnat anglais à West Ham et je termine tranquillement ma carrière du côté de Créteil en 2016. Je suis Erita Ilunga. Un point pour Antoine pour commencer. Donc deuxième Bravo, question. Antoine. Ouais, bien joué Antoine, Merci c'est vrai. Joss. Deuxième question avec un haut plus proche cette fois.
messieurs, le joueur le plus capé de l'histoire de la SSE est René Domingo. Bon, ça date d'un certain temps puisqu'il a débuté sa carrière chez les Verts en 1949. Mais à votre avis, combien y a-t-il joué de matchs? Je vais laisser Antoine enchère en premier, enfin dire son chiffre en premier, puisqu'il a trouvé la première. Euh, je dirais 400 matchs. 400 matchs pour le joueur le plus capé des Verts. Et toi, Joss, tu dis combien? Allô, allô, Je Joss. dirais 400. Il faut être au plus proche ou il faut pas dépasser ou comment ça marche? Non, Tu c'est t'en au plus fous? proche. C'est celui qui est au plus proche, ouais. Bah, je dirais 420. 420. Ah, messieurs, vous êtes Ouais. loin du compte, mais c'est Joss le plus proche parce que notre cher René Domingo a joué 533 ce match sous la tunique verte. Oh. Il y a d'ailleurs effectué l'entièreté de sa carrière, donc pendant près de 15 ans, il me semble. Un partout donc, un partout. Euh, et comme j'aime bien les chiffres, on va faire une petite vente aux enchères pour poursuivre sur le type de jeu. Oh putain, ça je suis nul. Ah bah, il en faut bien une, Joss. On vient de jouer contre Amiens, c'est pas trop dur, tu vois, t'as tes chances. On vient de jouer contre Amiens, que l'on jouait en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. La dernière fois qu'on les a affrontés dans ce championnat, c'était le 27 octobre 2019. Il y avait eu deux partout. Mais messieurs, combien de joueurs vous pourriez me citer dans le groupe? Attention, s'il y a une erreur, Attends, moi j'ai rien compris. Il faut tu peux refaire toute la question? ouais, en gros, dans le dernier groupe dernier match de Ligue 1 le 27 octobre 2019 contre Amiens, je vais vous demander Ah, Ligue 1, d'accord. ouais, Ok. lorsqu'on était encore en Ligue 1, je vais vous demander de citer le plus de joueurs possible qui étaient présents dans le groupe à cette époque. Donc vous allez en chercher chacun à votre tour, mais attention, si on se trompe dans l'énumération des joueurs, et ben c'est perdu et c'est point à l'autre. Donc qui enchère en premier? Non, Antoine a commencé, donc c'est Joss qui enchère en premier. Dis un chiffre en premier. Combien tu penses pouvoir citer de joueurs présents dans le groupe lors de ce match? Que de la SS ou Ouais, tous? que de la 16, que de la SS bien sûr, j'ai oublié de préciser. Euh, je dirais 7. 7, Antoine, est-ce que tu dis mieux? Je dirais 9. 9. Joss, est-ce que tu renchéris? Attention, je rappelle une erreur et c'est le point à l'autre. 2019, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, 2019. Il en a combien, Antoine? Antoine a dit 9. Moi, je dis 9. Bah, je suis obligé de dire 10 alors. Tu peux t'arrêter et laisser l'autre dire, t'as le droit. 10, 10, 10, 10. Ah, bah, allez, je tente 11. 11. Est-ce que tu montes au-dessus, Joss? Tu laisses la main à Antoine. Je tente 12. 12 pour Joss, il est Ouais, joueur. je laisse à 12. Tu laisses Antoine? J'ai pas entendu, pardon. Ouais, je lui laisse à 12. Tu laisses à 12, bah Joss, t'as 12, tu dois citer 12 joueurs présents dans le groupe. Contre Amiens en 2019. Alors, Ruffier, Ouais, ça en fait un. Ruffier-Perrin, Ouais, octobre 2019, Saliba, ouais. Casery, Kadri, ouais. 4. Bouanga, Ouais, 5. Boudbouz, Boudbouz. Ouais, 6. on doit encore avoir Mvila, Mvila, 7. on doit avoir Youssouf. Youssouf, C'est Youssouf, titulaire, mais Youssouf. quand même. Ouais, ça fait 8. Ouais, mais pas forcément titulaire hein, dans le groupe. Ouais, on s'en fout, hein. Ouais, Parce ouais, qu'il c'est dans doit le y groupe. avoir Charles Labi encore. Ouais, il y a Charles Labi, ça fait 9. C'était avant la blessure. J'en suis à combien là? Là, t'es à 9. Il en faudra encore 4. Donc, à 4? Ah, t'as dit 13, il me Non, semble. Ah non, 12, t'as dit 12, pardon. T'as dit 12? j'ai dit 12, ouais. Et 12. Ouais, c'est 12, donc 3, pardon, c'est moi qui me trompe. On doit avoir Amouma. Amouma, Espérons qu'il ne soit pas ouais. blessé. Allez, plus que 2. On doit avoir Nordin. Nordin, ouais, encore un. On doit avoir Madi Camara. Ouais, ça fait 12. Est-ce que tu peux en dire plus? Ouais, bravo, Josh, Ouais. bravo. Bah, après, j'aurais tenté Beric, mais Beric pas était là, ouais. sans conviction. Ouais, t'es Voilà. là. Après, j'ai plus. Il reste Wesley Fofana. Debuchy, Ouais, Debuchy. T'en as d'autres? Moulin.
Non, ouais, Moulin, pardon. Fofana était déjà en groupe. Ouais, Fofana était là. Ouais, j'aurais pas Moulin, été. il en reste deux. Jesse Moulin. Ouais, il l'a dit Antoine, ouais. Ah, d'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas encore l'Espagnol, là C'est- Palencia. Bah, c'est ça. Sergi Palencia et Claude Gézac, c'est les deux qui restaient. Bravo, messieurs. C'est le point va à Joss, mais beau travail d'équipe sur le final. Donc 2-1 pour Joss, Bravo, Joss. du coup. Merci. Et dernière question. Notre prochain match lui est bien contre Dunkerque. Et ça va être à nouveau au plus proche, comme la deuxième question. Plus restreint cette fois, mais à votre avis, combien de fois de notre histoire on a déjà affronté cette équipe? Sans compter bien sûr le futur match de ce week-end. C'est Joss qui commence cette fois. À ton avis, combien de fois on a affronté Dunkerque? Putain, j'ai rien du tout. 6. 6. Antoine, tu dis combien? Je dirais une de plus, 7. 7. Et bah la réponse c'était encore une de plus, c'était 8. 8, le dernier avant qu'il monte en Ligue 2, c'était la dernière fois qu'on les a affrontés avant qu'ils montent en Ligue 2, c'était en Bah, 1992. on était quand même pas loin ni l'un ni l'autre. Hein. Ouais, non, c'est sûr, Parce vous que, étiez dans. Ouais, parce ouais. que moi, à un moment, j'ai failli dire 30. Tu vois. Ah oui, non, ouais, on les a pas affrontés. Je me suis fié à toi, Joss. Hein, Ouais, pas trop franchement, quoi dire. belle bagarre. Mais dites-vous du coup que la première fois qu'on les a affrontés, c'était en 1935, et la dernière fois avant qu'ils montent en Ligue 2, bien sûr, c'était en 1992. Donc, très peu de matchs dans beaucoup de temps. Enfin, bah, vous m'avez compris, j'arrive plus à parler sur la fin de l'émission. Score final 2-2 du coup. Bravo Joss pour avoir tenu tête au dauphin de Pierre-Antoine. Je suis fier parce que bon, il est quand même fort, hein, le Ouais, garçon. bah, bien sûr, belle prestation, bravo. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. On aura un peu dépassé sur les timings, j'espère que ça fera. Bravo messieurs pour le challenge et surtout merci pour cette émission. Merci aussi à Gabriel et à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. Passez une très belle soirée et une bonne semaine d'ici le prochain match de nos Verts. Et prenez soin de vous d'ici lundi prochain. Et allez les Verts. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Salut à tous et